Donc il y avait en même temps cette passion et cet intérêt pour l'aviation et pour la science en général et l'astrophysique en particulier. Et c'est finalement la conjonction de ces deux passions et intérêts qui m'ont amené à la possibilité de devenir astronaute. C'est clair que dans les, dans les années 60, au début des vols spatiaux habités, le vol de Gagarine était en avril 61, et ensuite le programme Apollo qui s'est déroulé pendant toute cette décennie des années 60. J'étais un adolescent, Apollo 11, j'avais 25 ans. C'était pour moi quelque chose d'absolument fascinant, mais c'était un rêve impossible, parce que c'était ce que faisaient les Soviétiques et les Américains. Et il n'y avait pas de place pour un Suisse, ni pour un Allemand ou un Français, et encore moins pour une Française, une Allemande ou une Suissesse. Et c'est seulement quelques années plus tard, à savoir en 1975, qu'on a entendu dire que dans le programme qui allait suivre, le programme Apollo aux États-Unis, il y avait une possibilité pour des Européens et des Européennes de devenir astronautes par l'intermédiaire de l'Agence spatiale européenne. Donc tout à coup, bang, possibilité pour des Européens, y compris des Suisses et des Suissesses, de devenir astronautes. Alors c'est une opportunité que j'ai immédiatement choisie, bien sûr. C'était une voie déjà toute tracée, je dirais, pour moi. Simplement, la voie n'était pas ouverte avant le milieu des années 70, et tout à coup, elle s'est ouverte et je m'y suis précipité. En fait, le spectre de ces parcours possibles pour devenir astronaute est assez large. Actuellement, on accepte des ingénieurs, ça peut être dans différentes disciplines, ingénieurs mécaniciens, électriciens, informaticiens, des scientifiques, que ce soit des biologistes, des astrophysiciens, des physiciens nucléaires, des physiciens des matériaux solides, des médecins également. Je dirais que c'est les trois catégories, des ingénieurs, des scientifiques ou des médecins. Mais évidemment, un médecin doit devenir un peu ingénieur et scientifique, un scientifique doit devenir un peu médecin et ingénieur. Donc les sélections ne sont pas très fréquentes en Europe, mais elles sont là. Et le moyen le plus sûr de ne jamais devenir astronaute, c'est de ne pas s'accrocher à une opportunité de sélection qui, encore une fois, est assez rare, mais ça a lieu quand même. La dernière était en 2009, la prochaine probablement vers le milieu des années 20. Donc ceux et celles qui ont de l'intérêt, il faut s'y préparer. Pour moi, chaque étape dans la sélection dans ce premier groupe d'astronautes européens, cette sélection a eu lieu entre mi-77 et puis l'été 78, quand il y a eu le choix des trois premiers, un Allemand, un Néerlandais et moi-même. Chaque étape était préparée comme un examen à l'université. Et je pense que c'est la passion, aidant la passion pour la science en général, et puis la volonté de réussir, sachant très bien que la probabilité que ça ne marche pas est plus élevée que le contraire, n'est-ce pas? Mais on sait que la concurrence est rude, qu'il y a peu de place, et puis il faut travailler pour essayer d'atteindre l'objectif. Pour moi, ça a marché. Avec, parce que j'ai eu de la chance, je me suis préparé bien sûr, donc il y a un peu un effort personnel, mais aussi de la chance. L'Agence spatiale européenne, aussi bien que la NASA, ne prennent pas des gens qui sortent de l'université, même ils ont été très brillants dans leurs études. Il faut qu'il y ait la preuve d'une activité professionnelle, que ce soit dans l'industrie ou bien dans le monde académique, de recherche, en tout cas 3 ans. En plus de la formation scientifique ou technique que j'ai mentionnée, il faut évidemment d'autres volets d'activité. Il faut assurément essayer de pratiquer des activités à risque, faire de l'alpinisme, faire de la plongée sous-marine, de l'aviation, de l'acrobatie, de l'exploration de grottes, explorer et puis s'entraîner physiquement et mentalement. Ce sont deux éléments qui sont importants en plus de la formation purement académique et formation de travail. Bon, il y a évidemment tout l'apprentissage du métier lui-même, et ça je l'ai fait essentiellement à la NASA, au Johnson Space Center à la NASA, où je suis entré en 1980, je suis resté 25 ans. Et pendant les 12 premières années de mon séjour à Houston, je n'ai pas volé dans l'espace. Il faut apprendre, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et puis c'est un domaine qui est extrêmement riche et vaste. Aux États-Unis, en tout cas à la NASA, de l'ordre du tiers des astronautes étaient des femmes. Donc la fraction était importante, elle est moins importante
en Russie par exemple. En Europe, on n'en a pas beaucoup, on en a une maintenant, Samantha Cristoforetti, qui est une Italienne. Sur les 15 membres du corps des astronautes de l'ESA, il y a une femme, donc c'est effectivement une petite fraction. Mais il faut bien comprendre que les positions d'astronautes sont ouvertes aux hommes aussi bien qu'aux femmes. Alors il y a l'activité à bord, c'est l'équipage lui-même qui contourne des obstacles ou fait face à des obstacles de façon encore une fois à arriver à atteindre les objectifs de la mission, avec parfois de l'aide du sol. On était presque constamment en contact avec l'équipe sol dans la salle de contrôle au Johnson Space Center à Houston. Pour tout ce qui était des interventions rapides à bord, eh bien, on le faisait tout de suite. Si on perd un outil ou bien on perd un astronaute, ce qui est pire encore, eh bien, on ne va pas demander au sol ce qu'on doit faire. Bien sûr, on fait tout de suite ce qu'il faut pour rétablir la normalité, respectivement récupérer l'outil ou encore plus l'astronaute. Mais tout ce qui est pour le déroulement de la mission en général, c'était le sol qui avait l'autorité, si on peut dire. On était presque obsédé à l'idée de réussir la mission. Bien sûr, il y a tous les aspects positifs de la splendeur du spectacle, que ce soit la terre ou le ciel, l'agrément de l'absence de pesanteur dans un vaisseau spatial. On peut utiliser tout le volume et pas seulement la surface au sol, comme c'est le cas ici sur Terre à cause de la gravité. Donc tout ça, ce sont des éléments qui sont très positifs et qui sont très secondaires. L'élément principal, c'était de réussir la mission. Et ça, on l'apprend au fil des mois et des années d'entraînement, et puis des missions elles-mêmes, toutes les périodes de débriefing. Cette relation avec les autres, avec toujours un immense respect, la confiance. Mais ces deux éléments sont importants, le respect et la confiance, de façon à arriver en tant qu'équipage, avec l'aide du sol, dans certains cas, à accomplir la mission avec succès. Donc ça, c'est une leçon de vie, finalement, et on peut bien sûr utiliser tout ce qu'on a appris dans ce domaine sur Terre également. C'est valable pour les entreprises, c'est valable pour les compagnies aériennes, c'est valable pour les hôpitaux. Cette idée du respect mutuel, de la confiance pour arriver à l'objectif.